Après un mois de tergiversation et de négociations, les conservateurs d'Angela Merkel, les libéraux et les écologistes n'ont pas réussi à former de coalition gouvernementale. Le pays n'a donc pas de majorité pour être gouverné. Un scénario qui n'était jamais arrivé depuis la fondation de la République fédérale d'Allemagne en 1949. Pour faire un petit historique, tout commence au soir des élections législatives du 24 septembre dernier. La CDU-CSU remporte une victoire au parfum de défaite. Avec 33% des voix, les conservateurs obtiennent un score historiquement bas. Et faute de majorité, la chancelière Angela Merkel, inamovible, doit donc chercher un ou plusieurs nouveaux partenaires pour former le prochain gouvernement qui devra se faire sans les sociaux-démocrates. On en parlera tout à l'heure. Bonjour Rémi Bourgeot. Bonjour. Vous êtes économiste chercheur associé à l'IRIS. Alors après son échec à former un gouvernement, Angela Merkel cherche donc une issue de cette crise. Peut-on parler, pour commencer, de fin de domination pour Angela Merkel qui règne depuis le début des années 2000, depuis 2005 en Allemagne? Alors, il est possible qu'elle parvienne à se maintenir pour un certain temps, pour un temps limité, mais effectivement, il s'agit dans tous les cas d'un échec personnel, d'une remise en cause de son approche, qui consiste à effectuer une sorte de synthèse en prenant des idées par-ci, par-là, une sorte de diversification politique permanente à droite, à gauche sur tous les sujets, qu'ils soient économiques, environnementaux ou sur l'immigration en particulier. Et donc elle a reposé sur l'idée de coalition dès son arrivée au pouvoir en 2005. Et aujourd'hui, 12 ans plus tard, on voit cette logique de coalition permanente qui est devenue une sorte de véritable système de gouvernement. Donc on voit cette logique à bout de souffle et butée sur une véritable impasse. Donc le dernier épisode en date, effectivement, étant cette tentative de construire une coalition pour le moins alambiquée avec Oui, aux donc couleurs entre la du CDU-CSU, les libéraux du FDP et les écologistes. coalition Et jamaïcaine, oui. Oui, je disais une coalition jamaïcaine qui porte les couleurs du drapeau jamaïcain. oui, voilà, c'est ce qu'on a surnommé la coalition Jamaïque. Donc pour faire suite donc à la coalition entre les conservateurs de CDU-CSU et les sociaux-démocrates, donc une coalition droite-gauche qui aurait pu être renouvelée, mais le score du SPD avait été tellement mauvais que son leader Martin Schulz avait refusé cette option, estimant que c'était le devoir de son parti de siéger dans l'opposition pour acter cette défaite, ce score historiquement bas. Et donc on voit aujourd'hui, notamment sous l'impulsion du président fédéral Frank-Walter Steinmeier, qui est lui-même issu du SPD, donc on voit à nouveau émerger cette idée d'une nouvelle grande coalition entre les conservateurs et le SPD. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il y a une véritable crise politique en Allemagne. Bon, le système électoral est plus cruel quelque part qu'il ne l'est en France quand il y a une forme de dispersion politique, puisque c'est une forme de proportionnel. Donc on n'a pas ce sorte de coup de baguette magique du second tour qu'on a en France qui permet de construire de larges majorités. Donc bon, la coalition s'impose plus naturellement quelque part en Allemagne. Mais au-delà de ce système électoral plus sévère, il y a vraiment une crise politique, un problème de représentation entre le monde politique et l'expression populaire. Il y a une véritable crise de la représentation démocratique. Et quelle que soit l'issue de la crise actuelle, que ce soit une nouvelle grande coalition avec les sociaux-démocrates ou de nouvelles élections, l'Allemagne est confrontée à cette crise et il s'agit en fait d'une situation d'ingouvernabilité du pays. Oui, alors dans cette situation d'ingouvernabilité du pays que vous venez de décrire,
Quelle est la part de responsabilité d'Angela Merkel? On le sait, ces diverses présidences en tant que chancelière ont été assez controversées, notamment dans la crise des réfugiés et aussi dès son arrivée au pouvoir sur le nucléaire. Oui, donc il y a un problème de fond lié à l'approche politique qui consiste à prendre, disons, presque à pêcher des idées dans tous les camps pour faire taire les oppositions possibles, pour faire une sorte de vide et créer vraiment un mouvement centripète vers son bloc conservateur. Ensuite, évidemment, cette approche a été confrontée à une impasse dans le contexte de sujets particuliers. Bon, déjà, vous mentionnez effectivement le nucléaire, l'arrêt du nucléaire qui a été décidé au lendemain de la catastrophe de Fukushima. Donc ça a été décidé dans une forme de précipitation et ça a conduit l'Allemagne à reposer davantage en fait sur le charbon, aux côtés effectivement des énergies renouvelables, mais le poids du charbon fait que le bilan énergétique allemand, le bilan écologique est franchement mauvais aujourd'hui. Donc bon, c'est un exemple de décision précipitée pour prendre une idée à gauche chez les écologistes et qui bon, s'avère en fait presque impraticable. Mais bon, ce qui a vraiment porté atteinte la force politique électorale d'Angela Merkel, c'est effectivement cet autre sujet que vous évoquez, qui est le dossier de l'immigration, la politique d'accueil de réfugiés syriens en particulier à partir de 2015. Et c'est ce qui a permis notamment à l'extrême droite, aux populistes de l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, de changer de sujet de prédilection, puisqu'avant c'était plutôt l'euro, sur une ligne plutôt technocratique, donc une opposition à l'euro. Ils ont basculé dans la dénonciation de l'immigration, de la politique d'accueil qui avait été décidée en 2015 par Angela Merkel, une politique bon, généreuse, de portes ouvertes, mais qui en même temps lui a aliéné une partie assez importante de son électorat et en plus de son électorat propre pour la CDU, une partie de l'électorat de la CSU, qui est le parti, on dit en allemand le parti sœur, ou on dirait le parti frère en français, comme c'est masculin. Puisque la Bavière aussi était plus en première ligne dans la gestion de ce dossier. Et on a vu donc l'électorat conservateur se rebeller quelque part au cours de ces dernières élections du mois de septembre et de façon encore plus sévère pour l'allié bavarois qui du coup dans les négociations pour une coalition tripartite qu'on a évoquée a adopté une position qui lui a été propre, ce qui a encore plus compliqué les négociations. On a vu de fortes oppositions entre les Verts qui étaient favorables au regroupement familial, alors que bon, les responsables de la CSU devaient envoyer des signaux à leurs électeurs sur cette question-là. Donc c'est vraiment cette question de l'immigration qui a entamé le socle électoral d'Angela Merkel et qui a rendu les négociations de coalition impossibles. Donc techniquement, j'ai envie de dire, mais dans tous les cas, cette idée d'une coalition tripartite était très alambiquée, impraticable. Donc il s'agissait de faire travailler des partis au sein d'une coalition de gouvernement sans ossature politique, sans véritable projet, donc en prenant des positions dans un camp et dans l'autre, en opérant une forme de synthèse, mais qui dans tous les cas aurait Ouais. été très instable. Donc on a beaucoup reproché effectivement au chef du FDP, les libéraux démocrates, d'avoir claqué la porte de ces négociations. Mais dans tous les cas, cette coalition était très difficile à mettre en œuvre et très impraticable. Donc il se peut qu'il y ait effectivement une forme de préméditation
des libéraux qui les a amenés à claquer la porte. Est-ce qu'ils avaient prévu ça à l'avance? Mais non, bon, c'était dans tous les cas très, très mal engagé. Oui, et effectivement, cette fameuse coalition jamaïcaine qui réunissait quand même le Parti vert et le FDP, le Parti libéral centriste. Justement, Willy Brandt, ancien chancelier allemand, disait le pays avant le parti. Il est intéressant de voir, surtout, et de comparer par rapport à d'autres pays, on peut penser effectivement à l'Hexagone, il est intéressant de voir qu'il y a un énorme débat en Allemagne, plus qu'en France, donc plus que dans d'autres pays européens, sur la responsabilité des partis politiques et sur la responsabilité des politiques plus que des partis politiques dans le système démocratique. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une conscience de l'intérêt collectif qui dépasse la logique des partis, effectivement. Donc ça prend des formes différentes en fonction des pays. C'était, bon, je pense, l'objet de cette déclaration de Willy Brandt. Mais il s'avère aussi que la vie politique, la vie démocratique s'exprime, se concrétise au travers de positions de partis, de positions souvent contradictoires qui permettent en même temps de proposer une politique cohérente et la possibilité d'une alternance. Et ce qu'on voit depuis de nombreuses années maintenant en Allemagne, c'est une sorte de confusion assez généralisée. Donc avec Angela Merkel qui prend des idées un peu partout et qui fait le vide et où les partis censés exercer une forme d'opposition ne le font pas véritablement parce qu'ils ont l'ambition de participer plus tard à la coalition ou parce qu'ils participent déjà à une coalition. Hmm. Donc on a une très grande confusion qui s'est créée. Et plus que d'une véritable synthèse qui amènerait une forme d'équilibre, on a plutôt eu une sorte de, de, euh, de diversification permanente, un peu comme on dit dans les marchés, et au résultat une grande confusion, une érosion du socle électoral des principaux partis, ce qui finalement ne sert personne, pas Angela Merkel comme individu évidemment, puisqu'elle se retrouve confrontée à cette fin de règne assez gênante, mais en général non plus aux partis de gouvernement, aux principaux partis qui ont vu leur socle véritablement s'affaisser. Alors si on compare à la situation française, ça paraît effectivement pas si grave, puisque les partis en question ont encore eu un socle assez fort, mais dans le contexte allemand, avec cette forme de proportionnel dans les élections, le système est beaucoup plus cruel et révèle beaucoup plus clairement ses failles. Ouais, mais alors, selon vous, Rémi Bourgeot, quelle est la situation à venir? Comment va évoluer justement cette fameuse situation? On sait que c'est Frank-Walter Steinmeier qui a aujourd'hui les cartes en main. Quelles sont les coalitions qui seront proposées dans les prochaines semaines? Alors, au soir de l'annonce par Christian Lindner des libéraux, qui consistait à claquer la porte des négociations, une brèche s'est ouverte et il y a une sorte de prise de conscience de la crise politique profonde qui se profile dans le pays. Mais dès le lendemain, bon, les partis ont commencé quand même à se réunir, de nombreux appels dans les médias allemands pour qu'une solution soit trouvée, pour mettre en œuvre une nouvelle forme de coalition. Frank-Walter Steinmeier, le président fédéral, effectivement, est monté au créneau pour appeler ses anciens camarades du SPD, en particulier Martin Schulz, à accepter une nouvelle grande coalition, donc qui nécessiterait aussi des négociations, puisqu'en Allemagne, les coalitions sont vraiment sur la base d'un programme assez précis, on couche les différents projets sur le papier. Donc il peut effectivement y avoir ce type de solution. Ensuite, bon, l'idée de nouvelles élections ne séduit pas grand monde puisque la situation serait probablement la même au soir de ces nouvelles élections qui en plus sont assez compliquées à organiser selon la constitution allemande. Donc il y a des solutions, si vous voulez, presque techniques qui s'annoncent comme cette nouvelle grande coalition, mais ça ne résout pas le fond de la crise de la représentation démocratique qui frappe aujourd'hui l'Allemagne.
et la véritable issue deviendra seulement quand il y aura une forme de réorganisation, de travail sur la cohérence des lignes proposées par les partis, et notamment dans un contexte d'opposition entre ces partis, ce qui est la norme en système démocratique. Il va falloir quelque part détricoter cette situation de confusion, de réflexe qui consiste à prendre des idées un peu partout pour proposer un projet cohérent et notamment sur des sujets qui peuvent être difficiles. On évoquait l'immigration, où il y a une politique d'accueil très généreuse qui ensuite s'est assez soudainement retournée avec plutôt une porte fermée, bon, avec l'accord qui a été trouvé, bon, un accord assez fragile entre l'Union européenne et la Turquie à ce sujet, mais on voit que c'est cette démarche qui consiste à réagir, à vouloir élargir son socle électoral en prenant des idées d'un côté et d'un autre, finalement aboutit au contraire à une confusion et force le gouvernement en fait, quand c'est possible, à rechanger de position par la suite. Donc on a une véritable instabilité dans les positionnements gouvernementaux du fait de cette confusion. Et sur le plan économique, l'impossibilité de trouver un consensus pour l'Allemagne a-t-elle ou aura-t-elle des conséquences? Alors sur le plan économique, aujourd'hui, on se trouve en Europe et plus généralement dans le monde dans une période de consolidation de la croissance, de reprise. Bon, donc les vents sont assez clairement favorables pour l'Europe, pour l'Allemagne aujourd'hui d'un point de vue conjoncturel, mais il reste évidemment des lignes de fracture, de véritables brèches dans la construction européenne, dans les institutions de la zone euro en particulier. Donc c'est plutôt là-dessus sur les réformes qui étaient envisagées pour consolider notamment la zone euro que le bas blesse. Mais d'un point de vue conjoncturel, on n'est pas confronté non plus en Allemagne à une crise de régime, hein. Les institutions sont en place. Ensuite, il y a un problème, si vous voulez, dans la politique, dans les décisions politiques sur les sujets économiques. Bon, il y a notamment un manque d'investissement important en Allemagne, mais qui est le fruit aussi de décisions politiques visant au désendettement. Et c'était un dossier important qui s'annonçait pour le gouvernement, pour Angela Merkel, si elle parvient à se maintenir au pouvoir. Et évidemment, cette incertitude politique, cette instabilité retarde toutes les décisions, et ces décisions qui étaient importantes mais aussi pour l'Europe, dans le cadre d'une forme ou une autre de rééquilibrage des économies européennes, où la demande allemande est particulièrement faible. Donc c'est effectivement des sujets qui pèsent dans le sens où les décisions sont retardées, mais on n'est pas confronté à une crise institutionnelle avec des effets immédiats sur l'économie. Donc c'est une logique un peu différente. Oui, et d'ailleurs les marchés financiers, en particulier la bourse de Francfort, n'a pas de réaction liée en tout cas au contexte politique allemand. Non, parce qu'il y a une forme de continuité et très vite, bon, après cette brèche qui s'est ouverte le soir de la décision de Christian Lindner de claquer la porte des négociations, très vite, bon, il y a eu ces appels à trouver une solution, ce qui n'empêche rien au fait que il y a une véritable crise en Hmm. profondeur qui se manifeste. Mais d'un point de vue point de vue de la perspective de marché, des marchés financiers, on n'a pas vraiment les recettes d'une crise politique qui amènerait à une réévaluation soudaine des prix des actifs, de la dynamique financière. Et enfin, Rémi Bourgeot, quid du leadership de l'Allemagne au cœur de l'Union européenne? On sait que le couple franco-allemand joue un rôle essentiel, décisif dans la construction européenne, et en particulier l'Allemagne, et ces dernières années Angela Merkel. Ça remet effectivement les choses en cause, et notamment depuis l'élection de Donald Trump, on avait vu se développer cette idée d'une Allemagne phare, du libéralisme, de l'ordre mondial,
libérale, et donc cette idée est quand même mise à mal par la crise politique véritable et profonde qui s'exprime aujourd'hui en Allemagne. Et en ce qui concerne le cadre européen, bon, le couple franco-allemand n'existe plus vraiment d'un point de vue effectif depuis presque un quart de siècle aujourd'hui, en gros depuis la réunification allemande. Et donc on parlait depuis l'élection d'Emmanuel Macron de nouveaux grands projets, notamment pour parachever la zone euro, réformer l'Union européenne. Et en fait, on voyait en Allemagne une très forte résistance au projet d'Emmanuel Macron sur la zone euro dès le lendemain de son élection. Wolfgang Schäuble, qui était à l'époque ministre des Finances, qui est maintenant président du Bundestag, avait eu des mots assez durs, alors qu'il a énormément de sympathie pour Emmanuel Macron. Hmm. Mais sur le fond des projets qui consistent à mettre en commun davantage financièrement et à plus de solidarité, de transferts budgétaires entre pays européens, la construction d'un véritable budget important pour la zone euro. Là-dessus, il y a un véritable tabou en Allemagne. Déjà avant cette aggravation de la crise politique allemande, on avait déjà une sorte de blocage sur ces questions. Donc ça ne change pas complètement la donne, mais ça met à nu cette difficulté à trouver un terrain d'entente. Ça va aussi forcer le gouvernement français à s'intéresser, à travailler davantage sur des sujets plus concrets de rééquilibrage entre économie européenne, et à moins reposer sur cette idée d'un grand projet institutionnel pour parachever la zone euro et pour réformer l'Union européenne. Eh bien voilà, merci beaucoup Rémi Bourgeot d'avoir été notre invité à faire à suivre. Donc on espère, en tout cas pour l'Allemagne, que dans les prochaines semaines, une coalition, de nouvelles discussions auront lieu, hein. Oui, c'est ce qu'on peut espérer en termes de stabilité, mais ça ne résout pas non plus le problème de fond de cette crise politique. Et on voit notamment cette dynamique Hmm. autour des libéraux. Et donc on doit s'attendre à une reconfiguration des lignes des partis, et à un véritable travail en profondeur. Ouais. Merci beaucoup Rémi Bourgeot et à très bientôt sur C'est l'Info. Merci.